Oui, une coupure d'électricité signalée en fin de matinée par les Ukrainiens dans cette centrale passée sous le contrôle des Russes. Alors, vous l'avez dit, l'information inquiète évidemment le monde entier. Tchernobyl est un sujet sensible, mais selon les experts, la coupure d'électricité ne poserait pas de risque accru pour la sécurité. Pourquoi? Eh bien parce que les réacteurs de Tchernobyl ont été déclassés et puis parce que leur refroidissement amorcé depuis déjà plusieurs années peut normalement se poursuivre sans électricité. Le risque serait en revanche accru si une coupure d'électricité intervenait dans l'une des 4 centrales ukrainiennes encore en activité. Là, l'électricité y est indispensable pour refroidir le cœur des réacteurs où la chaleur est beaucoup plus importante que dans la centrale de Tchernobyl. Merci Anne-Claire. Des pourparlers doivent avoir lieu demain en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. Agnès Varami en parlait. Ils devraient notamment évoquer le cessez-le-feu, mais aussi l'échange de prisonniers. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a permis à nos journalistes de rencontrer des prisonniers russes. Évidemment, ils ne s'expriment pas librement. Agnès Varamian, Soufiane Yassine et Ludovic Lavielle. Cet après-midi, avec une dizaine de confrères, nous sommes conviés par l'armée ukrainienne. Et en entrant dans la pièce, déjà assis, 7 hommes en uniforme russe. Personne ne parlera côté ukrainien. Vous êtes là pour écouter ce qu'ils ont à vous dire. La Convention de Genève qui protège ces prisonniers nous interdit de montrer leur visage. Ils ne sont pas entravés, mais c'est un exercice de communication pour les Ukrainiens. Est-ce que quelqu'un vous a dicté ce qu'il fallait nous dire? Non. Est-ce que vous avez reçu des instructions? Non. Le plus gradé se lance dans un long récit factuel. Il ne lit pas de texte. Il parle de leur mobilisation, du fait que leurs supérieurs ne leur ont pas dit où ils allaient. Nous étions derrière la première brigade et ses tanks. On a vu le poste frontière détruit. Il y avait des corps et des drapeaux jaunes et bleus partout. Nous avons compris alors que nous étions rentrés en territoire ukrainien. Devant l'un d'eux, des notes en russe. Nous lisons « Le commandement nous a abandonnés ». Le gradé poursuit. Leurs véhicules sont tombés en panne. Ils n'avaient plus de radio. Ils ont battu en retraite. On se dirigeait vers l'est et on s'est embourbé dans les étangs. On a essayé de treuiller nos véhicules blindés, mais c'était trop lourd. Le commandant a décidé de les brûler sur place. Ces soldats russes ont les traits tirés. L'un d'eux, le plus jeune, a des bleus au visage. Il assure qu'il s'est blessé avant sa capture, mais impossible de vérifier. Ils disent avoir marché 4 jours avant de se faire prendre par des villageois. Ils nous ont tiré dessus. C'était des escarmouches. Mais le commandant de notre section a pris la décision de négocier. Nous avons parlé et nous nous sommes rendus. Le gradé termine son récit en larmes. Il demande pardon aux Ukrainiens. Tous affirment avoir été bien traités. Nous approchons du pupitre. Ces notes encore, il est écrit « Nos supérieurs sont des lâches ». Est-ce que vous êtes pour ou contre Poutine? Moi, je ne soutiens aucun politique. Les Ukrainiens espèrent évidemment que ces images arrivent jusqu'en Russie. Il n'y a dans cette salle pas de journalistes locaux, mais que des correspondants étrangers, européens, australiens, américains. Le message des Ukrainiens est très clair. Regardez, Monsieur Poutine, le moral des troupes, de vos troupes, peut être atteint. Je le disais, les bombardements sont intenses, mais l'armée russe progresse peu. Les soldats ukrainiens résistent mieux qu'on ne l'avait imaginé, notamment parce qu'ils disposent de 2 armes redoutables qui permettent d'abattre des avions, de détruire des chars ennemis. Il s'agit de drones achetés aux Turcs et de lance-missiles Javelin. Les explications de Nicolas Châteauneuf et Alexis Gaucher. Aéroport de Mykolaïev. Ces soldats ukrainiens embusqués tirent sur une colonne russe. C'est un coup direct. Aucun blindage ne résiste aux missiles anti-chars et les forces russes en sont régulièrement victimes, comme ici dans la banlieue de Kiev. Pour utiliser ces missiles de type Javelin, il suffit de 2 soldats avec une portée de 2,5 km. 17 000 unités ont été fournies par l'OTAN à l'Ukraine. Des missiles très faciles à acheminer sur la ligne de front. Dans le nord-est, c'est dans le coffre des voitures de civils que ces missiles sont livrés par dizaines.
Et pour montrer qu'ils sont vraiment très faciles à utiliser, les forces spéciales ukrainiennes publient un mode d'emploi complet sur les réseaux sociaux. Les Ukrainiens peuvent aussi compter sur les missiles antiaériens de type Stinger qui leur sont livrés en masse. Tirés depuis le sol, ils atteignent toujours leur cible. Et pour les équipages russes, c'est devenu une hantise. L'armée russe n'a pas la possibilité aujourd'hui de voler en haute altitude parce que certains de ces avions ne sont simplement pas capables de le faire pour larguer des armes. Et quand on vole en très basse altitude, du coup, on se retrouve à portée de tir des missiles tirés depuis l'épaule qu'on a livrés à milliers d'exemplaires à l'Ukraine. Le dernier atout des Ukrainiens, c'est le drone Bayraktar de fabrication turque. Plus difficile à repérer par les Russes, ils sont capables d'emporter des missiles à 150 km pour frapper des cibles au sol. Au total, entre les États-Unis et l'Union européenne, l'Ukraine doit recevoir pour 770 millions d'euros d'armes et de matériel. La France pourrait livrer des missiles anti-chars Milan, utilisés par nos forces au Sahel. La France, les Européens ne cessent de rappeler que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Mais ce nouveau conflit pousse les 27 à s'interroger sur une défense européenne. Aujourd'hui, quels sont les moyens militaires des différents pays? Carte sur table est signée Julien Gasparuto, Christine Boss et Frédéric Furnémont. On les dit vieillissantes et mal préparées. Les armées européennes pourraient-elles faire face à un conflit de grande ampleur? Carte sur table sur la puissance militaire de l'Europe. La France et l'Allemagne sont de très loin les pays les mieux armés. Ils y consacrent chacun 46 milliards d'euros par an. Mais avantage stratégique à la France, qui est plus opérationnelle et possède l'arme nucléaire. En moyenne, les 27 pays de l'Union consacrent 1,5% de leur PIB aux dépenses militaires. C'est beaucoup moins que les États-Unis, 3,5%, ou que la Russie, 4,3%. Et seulement 8 pays européens y consacrent plus de 2% de leur PIB, l'objectif fixé par l'OTAN. Ce qu'on reproche aux armées européennes, c'est sans doute d'être trop juste, trop critique sur l'aspect masse. Ce qu'on appelle la masse, c'est-à-dire la capacité à durer, parce qu'on n'aurait pas assez de matériel, pas assez de munitions, pas assez d'équipements, peut-être même pas assez d'hommes. Mais la guerre en Ukraine a provoqué un électrochoc, et notamment en Allemagne, où les plus hauts gradés de l'armée ont fait entendre leur colère. L'armée que je dirige est aujourd'hui plus ou moins à sec. Alors le gouvernement a décidé de débloquer une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros, du jamais vu en Europe. Ce qui est annoncé, c'est majeur, c'est fondamental, c'est un revirement qui aura des impacts dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences en fait sur le continent européen. Ça va faire très rapidement, sur la durée, si cet effort se confirme, de l'Allemagne la première puissance militaire européenne. Et plusieurs pays ont également décidé de changer de doctrine. La Suède et la Finlande, qui étaient toujours restées neutres, ont décidé de fournir des armes à l'Ukraine. Le Danemark, qui était jusqu'ici le seul pays à ne pas participer à la politique européenne de défense commune, vient de convoquer un référendum pour rejoindre les 26 autres pays. On parle de la sécurité en Europe, donc il n'est pas scandaleux que les Européens soient les premiers contributeurs à cette sécurité-là. Je pense que la guerre en Ukraine, elle a fait plus en 10 jours qu'en 20 ans de réflexion sur la politique et de défense commune. Demain, les leaders européens se retrouveront à Versailles pour un sommet avec sur la table un nouveau projet d'endettement commun pour faire face à la crise économique actuelle, mais aussi pour renforcer leurs capacités militaires. Les Ukrainiens continuent de fuir leur pays et l'ONU estime aujourd'hui qu'ils sont 2 155 000 à avoir passé les frontières. En Pologne, leur prise en charge nécessite une certaine logistique. Nous nous sommes rendus dans un vaste entrepôt de plus de 6 000 mètres carrés qui stocke aide alimentaire, vêtements, médicaments à la frontière polonaise. Reportage de Laurent Desbonnets et Chloé Duval. Ils viennent de parcourir 2000 km. Deux Français qui déchargent des dizaines de cartons dans l'un des plus grands entrepôts en Pologne où transite l'aide humanitaire vers l'Ukraine. On a fait une collecte sur Vorep à côté de Grenoble et qui a très très bien marché. Du coup on a pris nos deux fourgons et on est venus tous les deux. Voilà, de Grenoble. Vous avez une attache avec l'Ukraine? Aucune. Aucune, c'est l'humanité avant tout. On a juste vu des enfants pleurer et voilà. Des tonnes d'aide venues de toute l'Europe, réceptionnées ici 24 heures sur 24 par des centaines de volontaires qui trient, reconditionnent et expédient toutes ces marchandises. À une dizaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, un entrepôt de 6 000 mètres carrés, stratégique, pour aider les victimes de la guerre. Moi, je m'occupe du tri et j'écris ce qu'il y a dedans. Ici, par exemple, ce sont des couches.
Là, c'est des snacks, des boissons, des jus pour enfants. On distribue ça aux réfugiés qui arrivent. Il y a aussi des conserves, des produits d'hygiène, des poussettes ou encore du matériel médical. 90% de toute cette aide part en Ukraine. Tout est même trié aliment par aliment. Par exemple, le lait, les céréales, tout ce qui va en Ukraine. Comme ça, ils savent facilement ce qu'il y a sur chaque palette. Le responsable de l'entrepôt, un chef d'entreprise local, se dit submergé par l'élan de générosité depuis 2 semaines, à tel point qu'il refuse désormais les dons de vêtements. Il y en a trop. On a même dû fermer dimanche dernier car il y avait trop de produits. C'était complet, totalement occupé. Donc ce jour-là, on a carrément arrêté les déchargements. Pour faire de la place, le défi est donc maintenant de multiplier les transports vers l'Ukraine. Les camions comme celui-ci mettront quelques heures seulement pour arriver à leur destination en Ukraine. Ils sont chargés prioritairement pour l'instant de matériel médical. Une fois la frontière passée, comment les réfugiés sont-ils accueillis et répartis dans les différents pays européens? Beaucoup restent en Pologne, où il existe une forte communauté ukrainienne. Le gouvernement fait tout pour faciliter leur installation. En France, une cellule interministérielle de crise pour les accueillir sera lancée demain matin. Pour l'instant, 6500 réfugiés ont franchi nos frontières. Anthony Joly, Chloé Duval et notre bureau de Lille. En 2 semaines, déjà plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui la guerre. Un défi pour les principaux pays limitrophes, notamment la Pologne, où un élan de générosité sans précédent s'est mis en place. Le long de la frontière, Hôtel Fao, bonjour. la propriétaire de cet hôtel met gracieusement à disposition des chambres pour 20 Ukrainiens. En faisant ça, j'aide un peu. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire et continuer à vivre comme avant. Irina Topolska a quitté l'Ukraine avec ses 2 filles, laissant derrière elle sa mère et son mari. Après 48 heures de voyage, elle est en sécurité et peine à trouver ses mots pour exprimer sa gratitude. L'accueil de la Pologne, mon Dieu, je suis impressionnée. Quand je suis descendue du train, ils ont mis mon bébé dans un landau et ils lui ont donné un jouet. Ça m'a fait pleurer. Plus d'1 million de réfugiés ont déjà été accueillis dans le pays, principalement des femmes et des enfants. Ce Polonais charge les dernières affaires d'une famille ukrainienne. Je vais les conduire jusqu'à chez moi et ils auront la moitié de la maison pour eux. Elle est à 150 km d'ici. Nous sommes très reconnaissants. Nous n'avons plus de maison, tout a brûlé. Nous avons mis longtemps pour venir jusqu'ici. On espère maintenant que tout ira bien. Merci, merci beaucoup. De nombreux réfugiés cherchent aussi à gagner l'Angleterre, où la diaspora ukrainienne est nombreuse, environ 100 000 personnes. Mais leur route s'arrête souvent ici, à Calais, faute de visa. Un point d'information britannique a bien été installé à Calais, mais il ne délivre pas de visa. Il faut se déplacer à Paris ou à Bruxelles pour l'obtenir. La maire de Calais demande plus de souplesse aux Britanniques. Ils ne mettent pas les moyens en place nécessaires pour faire de l'obtention du visa une priorité. Et ils voient bien qu'il y a des flux qui commencent à être importants. Selon le gouvernement britannique, un centre de demande de visa pourrait ouvrir à Lille dans les prochains jours. Les 27 se retrouveront donc demain et vendredi à Versailles pour un sommet consacré à la crise énergétique aggravée par la guerre en Ukraine. Il ne devrait pas suivre les Américains qui ont décrété un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Les sanctions déjà prises ont de graves conséquences sur l'économie russe. Le pays est chaque jour un peu plus coupé du monde. Notre correspondant en Russie, Luc Lacroix. À l'heure du déjeuner, les moscovites, nombreux à se rendre, peut-être pour la dernière fois, dans ce McDonald's. La chaîne américaine a annoncé la suspension de l'activité de ses 850 restaurants de Russie. On voulait le dernier Big Mac. Pour être honnête, je ne viens pas souvent, mais aujourd'hui c'est un moment historique. Quand le McDo est arrivé en Russie, c'était le symbole du capitalisme. Maintenant qu'il s'en va, c'est triste. Le premier McDonald's avait ouvert à Moscou en janvier 1990, avec la fin de l'URSS. McDonald's, mais aussi la chaîne de café Starbucks, ou encore Pepsi et Coca-Cola, des marques emblématiques de l'Amérique, arrêtent ou suspendent leur activité en réaction à l'opération russe en Ukraine. Dans les pharmacies,
certains clients se dépêchent de faire des stocks de médicaments produits à l'étranger. Je veux un médicament allemand, pas le générique russe, mais l'allemand. Et il y est. J'ai pu en acheter un, mais pas l'autre. Le quotidien des Russes qui change, et avec les sanctions internationales, une monnaie, le rouble, qui s'est effondrée. Selon une agence de notation, la Russie pourrait même faire défaut, c'est-à-dire ne pas pouvoir rembourser ses dettes. Déjà, elle ne peut plus emprunter sur les marchés internationaux. Pour la Russie, cela veut dire de nouvelles restrictions de capital, une dévaluation rapide du rouble, inflation élevée, baisse du niveau de vie, une baisse supplémentaire de 5 ou 10% de l'économie. C'est un désastre économique. Parmi les 500 entreprises françaises présentes en Russie, quelques-unes plient bagages, mais beaucoup d'autres, comme le géant pétrolier Total, se contentent de suspendre leurs nouveaux investissements, tout en condamnant l'opération militaire russe. La flambée des prix de l'énergie a atteint des niveaux tels que le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, n'a pas hésité ce matin à comparer notre situation à celle du choc pétrolier de 1973. Est-ce réellement comparable? Aujourd'hui, le prix du baril est passé de 130 à 113 $. Une petite correction. À quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir? Julien Bigard, Adrien Sarlat. Serions-nous en train de revivre les années 70 ? Une guerre loin de chez nous qui entraîne une incontrôlable flambée des prix. Pour le gouvernement, la comparaison est toute trouvée. Ce n'est pas exagéré que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973. Alors la comparaison est-elle possible ? 1973, l'OPEP augmente les prix du pétrole en réponse à la guerre du Kippour. En 4 mois, le cours s'envole de 300%, les mêmes proportions que le gaz aujourd'hui. L'économie souffre, l'inflation, la courbe en orange explose, alors que la croissance, la courbe en vert, s'effondre. Il faut dire qu'à l'époque, toute l'énergie devient chère. Conduire, se chauffer, s'éclairer, les Français sont sommés de faire des économies. Nous sommes passés d'une ère dans laquelle on pouvait consommer sans compter à une autre dans laquelle il faut faire le plus attention possible à ce que l'on consomme. Terminer l'éclairage des vitrines la nuit, la télévision après 23 heures. C'est aussi l'invention du changement d'heure. J'indique par exemple que nous serons conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée. Limitation aussi de la vitesse sur les routes pour freiner la consommation de carburant. J'en pense que c'est une vaste imbécilité. Voyez-vous, c'est bien une nouille qui a pondu ça. C'est un type qui va pas souvent en auto, ça se voit. Malgré la grogne, la consommation s'effondre de 14%. Pour les experts, il faudra de nouveau passer par des économies d'énergie aujourd'hui. La première réponse, la moins coûteuse finalement, c'est la sobriété. La sobriété énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement, eh bien, par exemple, arrêter d'allumer les magasins, les vitrines des magasins la nuit, les bureaux la nuit. Ça veut dire réduire le chauffage, notamment dans les bâtiments publics, inciter les ménages à le faire également chez eux. Avec cette comparaison, Bercy espère un électrochoc chez les Français et une accélération de la transition énergétique. Le litre d'essence s'approche aujourd'hui des 2 €. Ce pourrait être 2,20 € dans les prochaines semaines, prévient le patron distributeur Michel-Édouard Leclerc. Les plus avisés ont déjà repéré les stations qui proposent les meilleurs tarifs. Nous avons, nous aussi, comparé les prix de 4 stations. Chloé Tixier, Ziden Berkous, avec nos bureaux en région. Pour le 20h, nous sommes allés faire le plein. 4 stations-service partout en France pour comparer les prix à la pompe. D'abord, direction Luisan, à côté de Chartres. Ici, il y a un mois, le samplon 95 était affiché à 1,78 €, le gazole 1,73 €. Aujourd'hui, 35 centimes de plus pour l'essence et même 55 centimes pour le gazole, une différence qui ne passe pas inaperçue. Normalement, c'est bien rempli là, à 25 € là. Et là, je suis même pas à la moitié. Face à ces prix qui grimpent, ce pompiste indépendant se sent impuissant. On n'y peut rien. Moi, on gagne marge nette, une fois qu'on a tout payé, il nous reste 1 centime. Nous, on ne peut absolument rien faire. Même constat à Buxerolles, à côté de Poitiers. Au début de la guerre en Ukraine, 1,69 € le samplon 95, 1,75 € le gazole. Aujourd'hui, les deux dépassent les 2 € le litre. Ah, il y a combien là? 100 €.
Je sais pas si j'arrête ou je continue du coup. C'est la première fois de ma vie. Ça fait 13 ans de permis, première fois de ma vie quoi. Je travaille dans le domaine médical donc je vois pas ce que je peux changer. Je pourrais peut-être plus emmener mon fils au foot. Prochaine étape à Hohenheim. En un mois, le gazole a augmenté de 50 centimes. Ici, on craint encore des hausses supplémentaires. C'est pas au vrai, quoi. Vous pensez que ça va encore augmenter? Ouais. Même désarroi dans cette station aux portes de Paris. Entre 30 et 50 centimes de plus en seulement 2 semaines. 53 litres, ce qui n'est pas énorme quand même. 116 €, c'est dingue. Ça plus le péage, la voiture, faut plus en avoir. Ici, les automobilistes réfléchissent déjà à changer leurs habitudes. Et il y a ceux qui peuvent s'en passer et ceux qui ne peuvent pas. Certains professionnels doivent nécessairement effectuer des trajets en voiture, comme les livreurs, ou en bateau, je pense aux pêcheurs. À quel moment cette hausse de leurs coûts ne sera plus tenable? Reportage de Noémie Dahan avec nos bureaux de Montpellier et Toulouse. Sur le port de Sète, ces pêcheurs déballent les derniers cartons de poulpe et de merlan. Car dès demain soir, le chalutier restera à quai. On s'arrête demain soir, on a fini. C'est plus viable, c'est impossible. Là, on sort pour la gloire. En un an, le prix du gasoil est passé de 40 à 85 centimes. Faire le plein revient à 1 000 € pour ce patron pêcheur. Aujourd'hui, il s'inquiète pour l'avenir de son entreprise et ses 2 salariés. Nous, ce qu'on veut, c'est une aide directe aux entreprises. Directe. Le quoi qu'il a coûté des restaurateurs, ils l'ont bien fait pour les restaurateurs. Pourquoi ils ne le font pas pour la pêche? Pour la livraison, des produits un peu de plus loin saison dans le et sud-ouest, cet agriculteur parcourt chaque mois plus de 2000 km pour livrer ses légumes et les vendre sur les marchés de la région. Avec la flambée des prix du gasoil, ses charges s'élèvent à 160 € de plus par mois. Le prix fait que monter. En moins d'une semaine, il a pris plus de 10 centimes ou 15 centimes. Donc c'est difficile à budgéter et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Bonjour. Pour le moment, il n'envisage pas de répercuter le surcoût sur ses paniers de légumes. 18,90. Mais la flambée des prix du carburant l'inquiète. S'il doit monter à 3 €, ça nous coûtera presque 3 fois plus de frais de gasoil pour livrer la même chose. Donc là, on sera obligé de répercuter quelque chose. Autrement, c'est nous qui n'allons pas nous en sortir non plus. Un geste banal qui coûte de plus en plus cher. Actuellement, la dernière livraison, on l'a payé 1,75 € hors taxe. Contre, j'ai tenté à 1,36 €. Soit 30% d'augmentation en 15 jours seulement. Dans cette société d'autocars de tourisme, le gasoil représente 40% du budget, un coût difficile à absorber. On travaille à perte, le gasoil augmente très vite. Soit on arrive à augmenter nos prix, soit ça ne pourra pas marcher. C'est-à-dire mettre la clé sous la porte, par exemple Bien sûr, ça fait partie des hypothèses, évidemment, oui, bien sûr. Et pour minimiser les coûts, l'entreprise pourrait se recentrer sur des trajets locaux pour consommer le moins possible. Les entreprises souffrent aussi des hausses de prix de l'énergie et des matières premières, comme cette PME de région parisienne qui fabrique des gaines de ventilation.